Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, ce que la pandémie fait à la démocratie. Invitée la philosophe Barbara Stigler. Elle est professeure de philosophie politique à l'université de Bordeaux-Montaigne, responsable du master soins, éthique et santé, auteure de Il faut s'adapter précédemment, un livre sur ce nouvel impératif politique paru chez Gallimard, dont elle était venue nous parler autour de cette grande table. Suivra du Cap aux grèves, récit d'une mobilisation chez Verdier, c'était à la rentrée dernière. Elle signe le premier tract de cette rentrée 2021 chez Gallimard, toujours intitulé « Démocratie en pandémie », où elle revient sur la longue année qui vient de s'écouler, une réflexion en 3 temps, celui du confinement, puis du déconfinement et enfin du reconfinement. Une critique de la gestion de cette crise sanitaire entre colère et inquiétude manifeste pour la démocratie, sans sombrer toutefois dans le pessimisme. Il y a toujours et il y aura des alternatives, écrit-elle, et de formidables occasions de reconstruction. On en parle ensemble jusqu'à 13h30. Bonjour Barbara Stigler. Bonjour. Merci beaucoup à vous d'être avec nous. Quel est votre état d'esprit en ce jour de rentrée ? Mon état d'esprit, je dirais notre état d'esprit, c'est une très grande inquiétude, puisque les messages qui nous sont délivrés par les instances, qu'il s'agisse d'instances nationales ou plus locales, des différentes présidences des universités, sont extrêmement confus, contradictoires. C'est-à-dire qu'on nous dit à la fois qu'il faut réouvrir les universités et accueillir les étudiants. On fait état, et à juste titre, d'un désastre moral, sanitaire, pédagogique. Je ne vais pas étayer ce point parce que ça commence à être vraiment très entendu. C'est très documenté par les médias également. Donc on entend ça. Conclusion, il faut absolument changer de conduite et il faut réouvrir les universités, nous dit-on. Et puis au même moment, on nous dit l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut absolument passer aux distances, maintenir l'enseignement à distance. Donc on est pris, en fait, on ne sait même pas ce qui va se passer dans quelques jours. On est dans une confusion, un chaos considérable. Vous êtes, vous, prof en fac, hein, les universités vont ou devraient partiellement rouvrir leurs portes dès aujourd'hui, après 2 mois de cours à distance. Alors c'est sous condition. Comment ça se passe concrètement dans votre université à Bordeaux ? C'est extrêmement compliqué à expliquer. D'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est que sur le plan légal, je crois que la loi, le droit aujourd'hui souffre énormément. On a complètement perdu le sens de la loi et du droit. Sur le plan légal, il faut savoir que les universités sont ouvertes. Et que nous avons toute une série de droits, je parle du décret qui cadre le confinement, nous avons, et le reconfinement en l'occurrence, nous avons toute une série de droits, nous avons le droit d'aller à l'université, nous avons le droit de faire de la recherche à l'université, nous avons le droit de faire venir des étudiants par petits groupes, des représentants, des étudiants en difficulté, etc. Et ces droits-là, nous ne les connaissons pas, on ne nous le fait pas savoir. Alors, par contre, quand ça arrange la ministre, j'ai entendu son interview à France Culture récemment, eh bien, d'un seul coup, quand ça l'arrange, elle dit « mais les universités sont ouvertes ». Parce qu'elle sait très bien que l'opinion publique commence à être extrêmement inquiète du traitement qu'on inflige aux étudiants. Donc, selon le contexte, on va dire c'est fermé ou c'est ouvert, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quand vous me demandez qu'est-ce qui se passe dans mon université, c'est extrêmement varié. C'est-à-dire que moi, par exemple... Alors voilà, comment vous donnez vos cours ce reconfinement ? Personnellement, je refuse de croire que je pourrais donner des cours en parlant à mon ordinateur. Car donner un cours, c'est une relation... Pas seulement avec une personne, parce que l'enseignement dans ma discipline, c'est pas un enseignement particulier, c'est un enseignement collectif. Et donc, c'est une relation avec un collectif. Donc, le cours, par définition, c'est une aventure qui dure dans le temps, et qui dure dans le temps avec un ensemble. C'est une intelligence collective, en fait, qui se construit. Ce sont des méthodes qu'on transmet, avec un tissage extrêmement subtil de caractère, si vous voulez, de contenu intellectuel et aussi de contenu affectif. Tout ça fait que l'enseignant modifie évidemment les étudiants ou les élèves et en retour, les étudiants et les élèves modifient considérablement l'enseignant. Ça, c'est un point qu'on ne dit jamais assez. C'est dans les deux sens. Et je refuse de faire mon cours en parlant à un écran. Mais derrière l'écran, il y a des étudiants quand même. Alors non, pas vraiment en fait. Il y a quelques images d'étudiants en fait qui sont
plus ou moins là, mais en réalité, on déroule quelque chose de complètement figé. Et évidemment, c'est une expérience profondément déceptive. Là, maintenant, on en tire le bilan. Le bilan, il est profondément négatif. Donc, moi, je n'ai jamais donné de cours par ce biais-là, parce que je n'y ai jamais cru. Et j'ai d'emblée considéré que ce que la République devait faire, c'était certainement pas mettre toute la jeunesse en permanence sur des smartphones, sur des écrans, créant d'ailleurs des phénomènes d'addiction, de toutes sortes de troubles complètement aberrants, mais qu'il fallait être au plus près, dans la situation du confinement, il fallait être au plus près de ce qu'était la culture étudiante. Pour moi, la culture étudiante, c'est lire. Hein. Donc déjà, la première chose à faire, c'est donner des contenus écrits. Et puis par ailleurs, se servir donc des marges laissées par le décret, dont je vous parlais tout à l'heure, pour faire venir des petits groupes d'étudiants qui font un retour sur les écrits, les PDF que je peux leur envoyer, les textes, et puis en fait je donne un véritable cours à un tout petit nombre d'étudiants que je fais venir par roulement pour que tout le monde puisse participer à ça, et puis on envoie une captation audio. Une captation audio, c'est quand même beaucoup moins asservissant que d'être en permanence devant son téléphone. À qui le dites-vous ? Voilà. Ouais. Donc voilà, j'ai essayé d'inventer, et je sais que d'autres collègues ont essayé aussi d'inventer ces choses-là. Mais pour faire cela, il fallait ne pas obéir à ce qu'on appelait les plans de continuité pédagogique, qu'on appelle toujours comme ça d'ailleurs, qui tombaient tous les jours sur notre boîte mail en nous expliquant comment nous devions faire. Si vous voulez, on a basculé dans le numérique sans aucune réflexion, sans aucune consultation, comme une espèce d'évidence. Alors qu'en réalité, premièrement, ça n'est pas évident. Deuxièmement, on aurait pu faire tout à fait autrement. On a une grande intelligence collective, on est capable d'inventer d'autres choses. De même à l'école primaire, c'est pas mon domaine, mais dans l'école élémentaire, on aurait très bien pu donner des documents écrits, on aurait pu faire tout à fait autre chose. On a basculé dans le numérique sans réflexion. C'est la première chose qu'on a faite. Et puis, ce qui m'a frappée, c'est que ça a été toujours décidé en haut lieu. C'est-à-dire que c'est le ministère qui décidait et c'est les équipes présidentielles qui relayaient des injonctions comme ça. Donc, on a perdu complètement la main sur notre liberté pédagogique, etc. Moi, ce à quoi je me suis efforcée depuis le mois de mars, c'est de garder cette liberté pédagogique et d'inventer autre chose. Et j'insiste, c'est vraiment possible. Alors c'est pour ça, quand vous me dites comment ça se passe dans votre université, ça dépend totalement d'un enseignant à l'autre, d'une discipline à l'autre, c'est extrêmement variable. Mais globalement, quand même, c'est extrêmement négatif, c'est-à-dire que l'université, elle a été globalement désertée. Alors qu'on a des moyens législatifs, toutes sortes de moyens de faire autrement. Et des moyens financiers. Vous racontez comment à l'Université de Bordeaux, 2 millions d'euros ont été engagés pour créer, équiper des Zoom Rooms, des salles où cette application Zoom de vidéo soit possible, et comment ce virage numérique appelle quand même aussi des moyens financiers importants. On sent à travers votre témoignage et ceux d'autres professeurs une inquiétude face à ce virage numérique, à cette accélération du numérique à l'université et face à la dématérialisation des savoirs. Quel est réellement le danger ? Alors, vous pouvez nous l'expliquer ? Merci beaucoup de cette question, puis d'avoir rappelé qu'effectivement l'Université de Bordeaux, qui n'est pas mon université, qui est l'université d'en face, a effectivement investi 2 millions d'euros pour équiper donc ces salles de ces captations audio. Zoom Room, c'est-à-dire on est dans le capitalisme numérique, c'est-à-dire on reprend vraiment le nom de la marque, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça a été fait dans l'été, ça veut dire que c'est censé durer au-delà de la crise sanitaire. Sinon, on n'investirait pas 2 millions d'euros. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, ce virage numérique n'est pas du tout une improvisation du 17 mars. Ce virage numérique, c'est un projet politique qui est national, mais qui est aussi international. J'ai pas le temps là de documenter ce qui se passe à l'étranger, mais c'est extrêmement important de voir que les universités américaines sont en train de s'effondrer du fait de ce virage numérique qui en fait déplaît profondément à leurs clients qui sont les étudiants, qui payent 50 000, 70 000 euros pour leurs études et qui ne sont pas contents de cela. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un projet. Alors, en France, par exemple, c'est clairement un projet politique depuis après les années 2000, à peu près, on a commencé à faire monter en puissance le numérique à l'université. Et c'est au cœur du projet pour l'université du gouvernement actuel. Je vous renvoie au discours du ministre de la Transition numérique, Cédric O, mais je vous renvoie tout simplement aux propos de Frédérique Vidal avant la crise sanitaire, qui explique qu'en fait, il va falloir basculer dans le numérique.
Voilà, alors on va l'écouter justement, Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle était l'invitée ce week-end de Hervé Gardette sur notre antenne et elle évoque ce retour à la normale souhaité, pas pour tous les étudiants, mais pour les plus fragiles. On l'écoute. L'idée, c'est qu'on puisse construire petit à petit le chemin d'un retour à la normale. Alors évidemment, c'est très lié aux indicateurs sanitaires. Néanmoins, nous nous sommes rendus compte que pour un certain nombre de formations qui n'avaient pas de travaux pratiques, les étudiants étaient 100% à domicile et donc que ça leur posait un problème, d'où l'idée de donner la main aux établissements pour qu'ils puissent créer ces groupes de 10 sur convocation et faire revenir petit à petit les étudiants. Et puis il y a une deuxième étape, si les conditions le permettent, qui sera plus spécifique cette fois-ci et qui concernera tous les étudiants de première année, qu'on essaiera de faire revenir progressivement 1 semaine sur 2 pour les travaux dirigés. Mais ça, c'est un bilan qu'on fera à la mi-janvier pour savoir s'il est possible de progresser. Notre objectif, c'est évidemment de faire en sorte que les étudiants retrouvent leurs enseignants et les enseignants retrouvent leurs étudiants. Voilà, alors dans Le Monde, dans Libération, diverses tribunes pointent, Barbara Stiegler, dont celle que vous avez signée, le risque d'un décrochage massif des étudiants, la dislocation des collectifs de travail, la perte de sens et les souffrances psychologiques aussi pour une partie des étudiants qui sont aujourd'hui amenés à étudier à distance, la fin de l'effet de groupe aussi, la motivation qu'on peut trouver dans un collectif. Quand vous entendez la ministre dire on vise un retour à la normale, ces retrouvailles entre les étudiants et les professeurs. Là, on l'entend nous présenter un calendrier échelonné, une rentrée par étapes. C'est pas suffisant, c'est trop lent, dites-vous aujourd'hui? Mais bien sûr, mais ça n'a pas de sens en fait. En ce moment, vous avez des classes préparatoires qui sont en 100% en présence dans tous les lycées de France. C'est l'enseignement supérieur. Est-ce que c'est normal ? On est dans une rupture d'égalité flagrante. Les étudiants de classe préparatoire vont tous les jours en classe entière dans les lycées de France. Au même moment, nos étudiants, certains d'entre eux sont au bord du suicide. Ça ne choque personne. Ou enfin, commence à y avoir une prise de conscience grâce, encore une fois, à la mobilisation de quelques-uns et grâce aussi au fait que ça a été relayé dans les médias, et je m'en réjouis. On voit bien que Frédérique Vidal est mal à l'aise. Son discours est complètement différent selon les moments. Elle se contredit en permanence. Dans un premier temps, elle présente, avant la crise sanitaire, le virage numérique comme quelque chose de formidable. Ensuite, elle présente la formation hybride, c'est-à-dire un peu de présence, un peu de distance, comme l'avenir. Elle met 50 millions d'euros en été sur la table pour faire des appels à projets. Elle demande à des équipes de se mettre en compétition les unes contre les autres. C'est son modèle LPR, sa loi sur la recherche. Mettre en compétition les équipes pédagogiques ou les équipes de recherche pour inventer je ne sais quoi. Elle met donc 50 millions d'euros sur la table pour des formations hybrides, en présentant ça comme merveilleux. Et maintenant, elle nous explique qu'il faut absolument en finir avec tout ça. Il faut qu'on revienne à voie ultime, horizon ultime, 100% en présence. Elle change constamment de discours parce qu'en fait, elle s'adresse en permanence à l'opinion qu'elle flatte, dans un sens puis dans un autre. Donc tout ça est profondément irresponsable parce que derrière, il y a des gens, il y a des êtres humains, il y a des étudiants qui sont en danger. Il y a des enseignants, on ne le dit pas assez, qui sont eux aussi en danger. Moi, je m'estime aller bien parce que j'ai mis en place toutes ces procédures pour me sauver moi aussi, moi-même. Parce que sinon, j'irais très très mal. Si j'étais enfermée toute la journée en train de voir ce désastre pédagogique et psychologique et impuissante face à cela. Donc moi, je m'en sors à peu près bien parce que j'ai mis en place ces choses. Bon. Mais beaucoup de mes collègues vont très mal. Et puis, l'université elle-même va très mal. Le lieu de savoir et de recherche qu'est l'université. Donc, c'est extrêmement grave de traiter de cette manière une institution aussi importante pour notre pays et de traiter de cette manière des êtres humains, en fait. Alors, je ne sais pas si elle dit ça pour flatter. En tout cas, il y a une crise sanitaire et on sent quand même dans chaque secteur aujourd'hui des ministères qui tentent de s'adapter à cette donne-là, de trouver des solutions plus ou moins bonnes. Et le virage numérique tel qu'il avait été pensé au départ n'était pas censé être un modèle intégral. Là, on sent quand même une écoute sur le nécessaire réajustement, même si tout cela est trop lent. Jeunesse, comment éviter le décrochage? Ce sera en tout cas le thème du débat d'Emmanuel Laurentin et de ses invités. Ce soir à 18h20, on vous
entend Barbara Stigler nous dire aussi à quel point enseigner est compliqué dans ces conditions. Comment ça remet en cause le cœur même de votre métier. Ce tract, Démocratie en pandémie, qui paraît chez Gallimard, est né justement d'une longue conversation entre vous et vos collègues, des chercheurs, des enseignants, des étudiants. Et c'est encore l'université qui est au cœur de cette réflexion, Démocratie en pandémie. Vous écrivez, nous sommes nombreux à nous dire qu'il est temps que l'on rouvre nos universités, ces lieux où il est encore permis à la jeunesse d'apprendre, avec l'aide des plus âgés, à douter, à chercher et à s'instruire jusqu'au bout de ses propres questions. Et nous sommes un certain nombre à penser aussi que l'esprit de l'université devrait désormais se répandre partout où se transmet du savoir, à commencer par ses hôpitaux et ses écoles où l'on apprend à être soignant, patient ou élève. À vous lire, vous viviez hier en démocratie et nous vivons tous aujourd'hui en pandémie. Quelle différence de régime ? Alors, je dirais que la pandémie, on l'a vu tout à l'heure avec le virage numérique, c'est pas finalement forcément une rupture absolue. C'est pas avant nous étions en démocratie et puis aujourd'hui nous sommes en dehors de la démocratie. C'est quelque chose en fait qui vient révéler des problèmes qui étaient là avant. On vient de le voir pour le virage numérique. Le virage numérique qui apparaît à l'université maintenant au grand jour, dont on voit les désastres, mais qui en fait était là avant, qui se préparait avant. De la même manière, aujourd'hui nous avons donc une démocratie qui va extrêmement mal, qui est attaquée de toutes parts par le discours dominant, qui nous explique que la population, c'est-à-dire le démos s'appelle maintenant la population. La population est très irrationnelle, elle est très complotiste, on ne peut pas lui faire confiance, elle est d'ailleurs dans la défiance. Il faut donc se méfier, il ne faut pas remettre notre sort dans les mains du démos, il faut remettre notre sort dans les mains de ceux qui savent, des experts ultra spécialisés qui savent et qui sont là pour conseiller les dirigeants qui eux-mêmes savent à peu près où on doit aller. Donc on a ce discours dominant. Vous m'accorderez que ce n'est pas du tout un discours qui est né le 17 mars. C'est un discours qu'on avait avant dans notre démocratie, qui en fait était profondément déjà abîmée, très limitée, traversée par le doute, et en particulier le doute de ce qu'on appelle, avec beaucoup de guillemets, les élites. Donc en fait, la pandémie, pour moi, elle est surtout venue révéler les entraves de notre démocratie. Et elle les a évidemment amplifiées. Nous sommes en pandémie. Vous décrivez ce moment, ce temps, cet espace très particulier comme un continent au contour flou et évolutif, mais qui risque de durer des années. Comment vous le définissez, ce continent mental, même s'il n'est pas nouveau en tout cas? J'aurais du mal à le définir, puisque évidemment c'est assez flou. Ce que je dirais assez rapidement, c'est que on nous parle toujours de pandémie. Moi, j'ai beaucoup aimé l'éditorial du Lancet, du rédacteur en chef du Lancet, qui ouvre le tract, qui explique qu'en fait, Covid-19 n'est pas une pandémie. En tout cas, il n'est pas ce que le terme pandémie, l'imaginaire que charrie ce terme, suggère. En réalité, c'est une épidémie, ça c'est sûr. Une épidémie très, très, très problématique, très difficile à maîtriser, ça c'est clair. Et c'est un véritable problème sanitaire. La pandémie suggère l'idée que, un peu comme dans notre imaginaire, la peste, etc., nous serions tous soumis à un danger de mort imminent. Et donc, en parlant de pandémie, on crée un effet de sidération qui fait qu'il faut basculer dans quelque chose, dans un régime d'exception. Alors, quand on dit que le Covid-19, quand on réalise que le Covid-19 n'est pas une pandémie dans ce sens-là, mais est bien plus une épidémie qui révèle en fait des problèmes structurels, par exemple le problème extraordinaire des maladies chroniques, qui sont en particulier qui sont en train de compliquer en fait l'avenir des États, de l'État social en fait, dans les pays développés qui ont un État social très développé. En réalité, on sait depuis longtemps que les maladies chroniques mettent en danger l'État social, par exemple, l'État social français. Et du même coup, là, on remet la question du Covid-19 dans une continuité, dans des questions de santé publique qui étaient là avant, et on peut à ce moment-là raison garder. En parlant de pandémie, on a en fait sidéré les esprits, on est passé dans un régime d'exception et on s'est mis à accepter des choses parfaitement inacceptables. Donc je pense qu'effectivement c'est un continent imaginaire, ça joue beaucoup sur l'imaginaire et dont les contours sont flous parce que, en gros, ça part de l'Asie, ça passe par l'Europe, ça va évidemment jusqu'en Amérique et finalement ça épargne un petit peu
certains pays du Sud. Hein, donc voilà. Mais il y a tout un imaginaire qui est drainé par cette notion et dont maintenant il faudrait faire une critique serrée, je pense. Il est temps de réfléchir sur ce qu'on appelle une pandémie et c'est pour ça que je trouve que cet éditorial du Lancet est vraiment salutaire. Voilà, où Richard Horton, hein, le rédacteur en chef de la revue, parle non pas de pandémie, mais de syndémie, hein, avec cette idée que cette maladie, cette épidémie, elle est aussi causée par les inégalités sociales et notre rapport à l'environnement qui préexistait jusque-là et qui auront probablement aussi des conséquences par la suite. Alors vous évoquez, vous, dans ce tract, Barbara Stiegler, ce nouvel imaginaire politique et cette novlangue hein, qui l'accompagne, celui des clusters, des foyers, rassemblements, places publiques, universités sont, écrivez-vous, étiquetés comme des foyers infectieux, alors que les transports ou les supermarchés sont réputés sécurisés. Vous évoquez aussi ce nouveau pouvoir qui trace les contours de ce nouvel imaginaire. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment consciemment que les États, les gouvernements se sont investis dans cette pandémie, qu'ils en tirent recettes, bénéfices aujourd'hui pour changer leur mode de gouvernance et nos manières de vivre? Alors c'est une très bonne question et comme vous l'avez vu... Vous parlez d'aubaine, hein, vous, dans le tract. Oui, voilà, comme vous l'avez vu dans le tract, je pense que la réponse est clairement non. Prenons la manière dont, on a quand même des données hein, qui pourraient étayer la manière dont le président de la République français, Emmanuel Macron, a évolué. On voit très bien qu'il n'y a aucun plan, il n'y a aucune stratégie. Le 6 mars, Emmanuel Macron va au théâtre avec son épouse et dit « Nous n'allons rien changer à nos habitudes de vie ». Il mime un peu la conduite de 2015, vous savez, après la catastrophe des attentats de Paris. Nous continuerons à garder notre culture. Bon, il est dans ce réflexe-là. Pour lui, l'épidémie est certainement pas un problème si grave que ça, et il n'est pas question que ça vienne perturber ses affaires. Il n'en veut pas. Donc il est dans un déni. Bon. Et quelques jours, peut-être même quelques heures plus tard, il est pris à la gorge par des nouvelles qui lui arrivent. Donc il n'a évidemment aucune stratégie. Il ne se dit pas « Tiens, je vais utiliser cette affaire pour faire passer mes plans ». Ça ne marche pas du tout comme ça. Donc il est pris de panique. En revanche, ce qui va se passer avec ce gouvernement, comme avec beaucoup de gouvernements de nos pays développés, c'est que, pris de panique, petit à petit, ils vont en même temps trouver des effets d'aubaine de ci, de là, hein, comme toute conduite opportuniste des affaires. C'est pas du tout la même chose. Il ne faut pas confondre grand plan, grande stratégie ou grand complot et opportunisme et effet d'aubaine. Ça n'a rien à voir. Ça, les effets d'aubaine et l'opportunisme, ce sont des petits coups, des petits coups qu'on fait comme ça à la petite semaine, si vous voulez. Alors, par exemple, pour le virage numérique, eh bien, c'est cela. Donc, dans un premier temps, personne n'a envie qu'il y ait une pandémie dans les universités, etc. Ça n'intéresse personne, ça n'intéresse pas Frédérique Vidal, etc. Et puis, dans un deuxième temps, puisqu'on en est là, eh bien, oui, là, plan de continuité pédagogique, virage numérique, et on retombe sur nos pieds. Vous voyez, c'est très important de dire ça parce qu'il ne faut pas prêter aux gouvernants une espèce d'omniscience, une hyper-rationalité, une toute-puissance qu'ils n'ont pas en réalité. Il faut les remettre à leur place. Leur rationalité est extrêmement limitée. Leur puissance est également extrêmement limitée. Je crois que c'est très important de le dire parce que c'est ce qui nous permet de comprendre à nous que nous avons, nous, en face, une certaine puissance et une certaine rationalité qui peut faire contrepoids. Donc l'idée de leur donner tant de pouvoir et tant de raison me semble déraisonnable précisément. Alors vous vous montrez très inquiète hein, dans ce tract, dans ce texte « Démocratie en pandémie » que vous signez, Barbara Stiegler, chez Gallimard en cette rentrée, notamment sur l'état de santé hein, de la démocratie. On ne parle plus, on ne débat plus, on ne s'engage plus, on ne prend plus la rue. Toute cette crise semble nous priver de tout ce qui fait le cœur de nos démocraties habituellement. Et vous avez été particulièrement choquée par certains mots, ceux du médecin généticien Axel Kahn. Face à une pandémie, c'est un inconvénient d'être dans une démocratie. Et c'est encore plus un inconvénient d'être dans une démocratie contestataire. On le voit très bien. Cette exigence de ne pas se plier à quelques préconisations sanitaires ou autres que ce soit, ces mouvements de résistance, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, en Allemagne aussi bien ou en France, ce sont des phénomènes qui nuisent à l'efficacité des mesures sanitaires. La démocratie, de ce côté-là, elle peut être un avantage pour énormément de choses, mais d'un point de vue sanitaire, par rapport au virus, c'est pas un avantage.
Voilà, alors il faut être honnête intellectuellement et pas décontextualiser cette phrase aussi d'Axel Kahn. À ce moment-là, il fait la comparaison avec la Chine et il parle de la démocratie d'un point de vue strict de la gestion de la crise sanitaire, en disant les moyens entre les mains du modèle chinois ont permis une meilleure gestion de la crise par rapport à nos démocraties. Cependant, il y a quand même cette fragilité, cette fragilisation de notre édifice démocratique qui se montre bien et certains pourraient penser le remettre en cause. C'est l'inquiétude que vous soulignez aussi, vous, dans ce tract, Barbara Stiegler. Oui, cette déclaration d'Axel Kahn sur la radio publique, France Culture, dans les matins, est consternante. Elle est extrêmement inquiétante. Elle n'est pas du tout isolée. Christine Ockrent, qui est ce jour-là dans l'émission à ses côtés, en profite pour saluer l'extraordinaire gestion de la crise sanitaire par la Chine, effectivement. Axel Kahn continue dans son blog que j'ai consulté hier, à nous dire combien ces États autoritaires gèrent merveilleusement bien les choses et sont beaucoup mieux adaptés à une situation de crise sanitaire, environnementale, etc. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça signifie? C'est ce que je disais. Souligne bien dans cet échange la forme, quand même, de ce pouvoir et cette dictature chinoise qui a permis, comme elle le dit, dans ce moment-là, de peut-être mieux gérer la crise, mais à quel prix pour nos libertés? Alors, deux choses. La première, c'est que il est sidérant de présenter la Chine comme un modèle de gestion de la crise sanitaire. C'est totalement sidérant, puisque c'est la Chine qui a laissé prospérer le Covid-19, qui a laissé les avions partir en Italie, parce que c'est comme ça que c'est entré en Lombardie, etc., avec les milieux d'affaires, enfin ce qu'on sait en tout cas, ce serait ça, les milieux d'affaires en fait italiens du Nord et chinois, a laissé prospérer, a éliminé plus ou moins les lanceurs d'alerte. Enfin, il faut voir quand même l'histoire de ce qui s'est tissé à Wuhan. C'est absolument consternant, c'est très grave. Ensuite, ce que la Chine est en train de faire aujourd'hui face aux zoonoses et face aux maladies émergentes, donc, c'est d'accroître tout. Alors là, Didier Sicard, par exemple, le dit parfaitement bien dans ses interventions sur votre antenne, par exemple, d'accroître tous les facteurs aggravants pour de nouvelles zoonoses. L'OMS annonce qu'il va y avoir sans cesse des vagues de maladies émergentes qui viendront de ces pays type la Chine, etc. Donc présenter la Chine, qui est à l'origine, enfin le gouvernement chinois dans sa gestion de la crise sanitaire, qui est à l'origine de la diffusion mondiale de ce virus, comme un exemple, c'est quand même quelque chose d'absolument sidérant. Si on renversait juste la proposition d'Axel Kahn, la démocratie peut être un avantage pour énormément de choses, mais pas d'un point de vue sanitaire par rapport au virus, dit-il. Si on renverse cette supposition, comment faire de la démocratie, dans ce moment, un atout, une force face à la pandémie? Axel Kahn ignore totalement ce que l'université a produit en termes de recherche en santé publique. Moi, je travaille, vous le savez, puisque dans le tract, je le dis, je n'ai pas écrit ce tract toute seule, j'ai écrit ce tract avec l'aide d'une quinzaine de personnes, dont des spécialistes de santé publique. Je travaille avec des gens qui, en santé publique, ont derrière eux un demi-siècle de recherche qui permet d'établir qu'une politique de santé publique qui fonctionne, c'est une politique de santé publique qui fonctionne selon des principes démocratiques, qui donne de l'autonomie au collectif, qui donne de l'intelligence collective aux populations, qui donne de l'intelligence collective aux gouvernants. Et donc, c'est tout le contraire. Et ce qui se profile, le discours d'Axel Kahn, en lui-même, ne m'intéresse pas. Là où il est très intéressant, c'est qu'il est symptomatique du discours dominant de certaines élites, je remets des guillemets, de celles dont je vous parlais tout à l'heure, pour commencer l'émission. C'est-à-dire, l'idée, c'est que nous avons, en fait, un horizon, un cap qui est de plus en plus sombre, avec une crise écologique, dont on sait maintenant que c'est une crise sanitaire, crise sociale, crise économique, etc. Donc, crise financière, toutes ces crises s'amoncellent, etc. Les populations, les citoyens ne font plus confiance aux dirigeants et aux experts, à juste titre, parce qu'ils voient bien qu'il y a un problème. La confiance qu'ils faisaient avant, spontanément, elle n'est plus là. Et donc, le discours dominant devient, eh bien, puisque ces populations sont défiantes, il va falloir absolument limiter la démocratie pour gérer les crises. Mais vous vous rendez compte, le discours, c'est des crises, il y en aura toujours, et il y en aura de plus en plus. Donc de la démocratie, il y en aura, c'est annoncé clairement dans ce discours, de moins en moins. Il va falloir renoncer. Il va falloir renoncer à la démocratie parce que la démocratie, c'est
la contestation. Et la contestation n'est plus autorisée dans un monde tel que celui-là. Alors, pour éviter l'étrange défaite, vous citez abondamment Marc Bloch dans ce tract, nous avons préféré nous confiner dans la craintive quiétude de nos ateliers, écrivait-il. Pour éviter l'étrange défaite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors évidemment, la question est vertigineuse. Mais moi, quand je suis saisie par ce genre de vertige, j'ai toujours la même attitude. Je reviens ici et maintenant. Donc, je ne peux vous répondre. Moi, je ne peux pas vous donner un grand plan de salut. J'ai vraiment pas cette ambition mondiale ou collective, pas du tout. Mais moi, je vais revenir sur comment je m'en sors avec mes camarades de lutte, ce que nous faisons, ce que nous expérimentons, ce que nous tentons de faire. Donc déjà, la première des choses à faire, c'est ne pas rester seul. Ça, il me semble que c'est fondamental. Trouver des points d'appui dans son environnement de travail, quel que soit le lieu où on travaille, dans son environnement proche, trouver des points d'appui, des gens qui, comme moi, ne sont pas du tout contents de la manière dont les choses se passent. Essayer de garder un lien avec eux le plus étroit possible pour essayer de construire, d'imaginer toujours autre chose que les espèces de plans qu'on a pensés pour nous de manière automatisée, sans réflexion. Moi, une des choses à laquelle j'encourage notamment mes collègues de l'université, c'est la réflexivité. On est quand même censé, en tant que chercheur, être des êtres particulièrement réflexifs. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on est censé réfléchir, et on a le temps de le faire, sur les modalités qui sont les nôtres. Par exemple, si on me demande de faire un cours sur Zoom, la première des choses que je dois faire, c'est réfléchir de manière critique à la nature de cette injonction. Et la deuxième chose, c'est de rappeler que j'ai une liberté pédagogique et que je peux faire peut-être autrement. Voilà, cette réflexivité et cette réflexivité pratiquée collectivement, même si on n'est pas 300, même si on n'est que 15, 20 ou 30, c'est pour moi une planche de salut. Et c'est comme ça qu'on peut construire partout des micro-résistances politiques, repolitiser en fait nos lieux de travail. On peut le faire on a des marges de manœuvre pour le faire, hein. Dans l'université, on a quand même on a quand même la chance d'avoir un emploi qui nous est garanti. Je suis fonctionnaire d'État, c'est-à-dire que j'ai absolument pas la menace d'être licenciée, d'être mise dehors par mon président de l'université si ce que je fais lui déplaît. J'ai quand même une liberté. Donc j'appelle tous mes collègues qui ont la chance d'avoir cette liberté, de s'en saisir pour repolitiser le moment qu'on est en train de traverser. Je crois que c'est notre mission historique. Voilà, et c'est la place aussi de l'intellectuel. On comprend bien aussi à travers ces lignes que vous avez signées avec vos camarades de lutte, comme vous dites, ces camarades chercheurs, enseignants, étudiants, avec qui vous avez réfléchi au moment dans lequel nous sommes aujourd'hui, pour penser aussi à la mobilisation nécessaire, le débat, rouvrir les vannes du débat. Voilà ce qui est essentiel aussi à vos yeux. Un grand merci à vous, Barbara Stigler, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de ce tract qui paraît cette semaine chez Gallimard, Démocratie en pandémie, et de celui de votre précédent bouquin, essai, Du cap aux grèves, récit d'une mobilisation. C'était chez Verdier à la rentrée dernière. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table que l'on retrouve avec plaisir. Jean Bulot et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour La Grande Table Culture, avec l'aide précieuse de Madeleine Martineux et d'Anouk Delfino. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau, et à la technique, Ludovic Auger. Demain, le photographe Antoine D'Agata et une star mondiale de l'anthropologie, le professeur James C. Scott, qui sera avec nous à l'occasion de l'apparition de son nouvel essai, L'œil de l'État.